Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Pour cette dernière émission de l'année 2020, l'équipe s'est dit pourquoi ne pas dresser le bilan de l'année 2020, mais le faire dans une perspective afrocentrique. C'est ce que nous allons faire. Nous allons redérouler le film de l'année 2020, mais dans l'œil d'un afrocentrique, dans l'œil d'un Africain, dans l'œil d'un afrodescendant. Autant dire que chaque événement que nous allons le commenter, n'est-ce pas, dans la perspective d'un afrodescendant, dans la perspective d'un noir, puisque c'est ce qu'il faut faire. Nous devons apprendre à lire le monde à partir de notre point de vue et dire, n'est-ce pas, comment nous sommes sentis par rapport à chaque événement marquant de l'année 2020. Et vous allez voir, tel événement marquant pour les uns ne sera pas nécessairement tel événement marquant pour un afrodescendant, pour un Africain, pour un noir. Si je vous pose comme ça la question, par quel sujet devrions-nous commencer notre bilan de l'année 2020? Je ne vous le fais pas dire, mais je vous entends me le dire, il faut commencer par la Covid. Parce que chronologiquement, c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle Covid-19, eh bien la Covid a commencé à s'imposer comme sujet dès le mois de décembre 2019. Sauf qu'en décembre, lorsqu'on entendait parler de cette maladie, de cette épidémie qui frappait de plein fouet la Chine et qui a émergé de la ville de Wuhan, nous, de ce côté-ci du globe, on pensait que, tiens, c'était loin, c'était l'Asie, c'était les Chinois. Et rapidement, on a découvert que ce qui atteint les Chinois finit par atteindre les autres. Ça s'appelle l'interconnexion, ça s'appelle l'interdépendance. Et quant à moi, c'est une leçon à retenir de cette pandémie qu'on appelle la Covid-19, c'est que peu importe le pays où on vit, peu importe la situation, peu importe la couleur de la peau, nous sommes interconnectés, nous sommes interreliés. Mais je note aussi quelque chose, comment, malgré le fait que les années changent, malgré le fait que les siècles changent, l'humain tend toujours à racialiser ses problèmes. On a commencé par accuser les Chinois en leur disant, écoutez, s'il y a cette Covid, c'est parce que les Chinois mangent n'importe quoi, ils mangent des chauves-souris, etc. Si bien que au Canada, au début de cette pandémie, eh bien, des Chinois subissaient des actes de racisme dans des métros, dans le transport public. Les gens ne voulaient tout simplement pas s'asseoir à côté d'eux parce que désormais, on voyait en chaque Chinois un porteur exclusif de ce virus. Et puisque les humains tendent à faire des amalgames, on ne faisait plus de différence entre un Vietnamien, un Japonais, un Chinois, un Coréen, un Nord-Coréen, un Sud-Coréen. Dès que quelqu'un avait un faciès asiatique, eh bien, il était porteur de la Covid-19. Et vous savez pourquoi je vous en parle? C'est parce que nous, les Noirs, nous avons tellement subi cette racialisation des maladies. Vous vous souvenez de l'Ebola? L'Ebola, c'était un virus africain. Lorsqu'on parlait de l'Ebola il y a quelques années, eh bien, on mettait un embargo, littéralement, contre les ressortissants africains. Dès que quelqu'un arrivait de l'Afrique, c'était la grosse affaire. Il était considéré comme un pestiféré parce que l'Ebola avait une race. Moi, comme haïtien, je me souviens de la fin des années 80. Je venais d'arriver au Canada et à ce moment-là, le sida s'appelait 4H. Les 4H, c'était les homosexuels, les héroïnomanes, les hémophiles et les haïtiens. Cela veut dire que ici au Québec, par exemple, les gens refusaient de monter à bord d'un taxi piloté par un haïtien. Et ils ne faisaient plus la différence entre un Haïtien et un Africain. Tous les Noirs étaient des Haïtiens, ils étaient porteurs du sida, et donc on ne voulait rien savoir d'eux. Les gens refusaient d'entrer dans le cabinet d'un médecin noir, parce que tous les Noirs étaient des Haïtiens et donc portaient le virus
du sida aux États-Unis d'Amérique, eh bien, les Noirs subissaient, n'est-ce pas, les effets de cette racialisation du sida. Et même entre nous, des Haïtiens étaient ostracisés par leurs propres frères afro-américains parce que on racialisait, on nationalisait cette maladie. Eh bien, l'une des leçons à apprendre de cette COVID-19, c'est que, malgré le fait qu'on a tenté de le faire, jusqu'à la fin de son mandat, Donald Trump a continué à appeler le COVID-19 ou la COVID-19 de Chinese virus, le virus chinois. C'est comme si eux n'ont pas apporté cette maladie, c'est plutôt les Chinois qui l'ont apportée. Et vous savez ce que la COVID fait? La COVID nous rappelle que nous sommes la même race, la race humaine. Et que si par accident, il y a des gens qui sont moins colorés que d'autres, il y a des gens qui sont moins foncés que d'autres, ce n'est que les accidents climatiques. Mais nous sommes la même race. Ce qui est parti de la Chine finit par m'atteindre moi, et on parle de pandémie parce que nous sommes solidaires là-dedans. Et vous notez que les vaccins qu'on a découverts, les vaccins sur lesquels on a travaillé, c'est des vaccins à la production desquels des savants du monde entier, des savants noirs, des savants blancs, des savants jaunes, des savants bruns ont contribué pour produire ces vaccins-là. Leçon à retenir de cette COVID-19, nous sommes ensemble, nous sommes interconnectés, nous sommes interreliés. Une deuxième leçon à apprendre de cette COVID-19, c'est que nous n'en savons pas tout. J'entendais le président français Emmanuel Macron se laisser aller à une entrevue candide dans laquelle il dit, écoutez, nous ne savons pas tout de cette maladie et nous ne savons pas tout non plus des vaccins. Il dit, on n'a pas le recul qu'il faut pour mesurer tous les effets secondaires potentiels de ce vaccin. Et il ajoute, moi, je n'imposerai pas ce vaccin. Dans le droit international, on appelle ça le principe de précaution. Vous savez ce que c'est que le principe de précaution? Je vous prends un exemple rapide. Dans les années 90, il y avait un scandale de sang contaminé qui a affecté certains pays comme la France, comme le Canada. Les gens ont reçu du sang contaminé et lorsqu'on a découvert ça, bien, il y a eu des poursuites. Et les autorités sanitaires, les autorités politiques se sont contentées de dire dans les tribunaux, nous ne savions pas. Donc, elles plaidaient, ces autorités-là, l'ignorance. Et alors, les juges, pétris de ce principe du droit international, leur ont demandé, mais qu'avez-vous fait pour le savoir? Ça s'appelle le principe de précaution. Vous savez, dès lors qu'on a commencé à dire qu'on travaillait sur la production des vaccins, nous étions plusieurs à dire, il faut être prudent, parce que c'est rapide et parce qu'on n'a pas le recul qu'il faut pour mesurer les effets secondaires. Mais notez quelque chose. Malgré le fait que nous sommes solidaires dans cette pandémie, elle a touché tout le monde, c'est pas pour rien qu'on l'appelle pandémie, mais notons une chose. Les pays noirs ont été plus ou moins épargnés. C'est vrai que nos frères afro-américains ont été particulièrement vulnérables face à cette pandémie. Les experts expliquent leur vulnérabilité par leur niveau de vie, par leurs préconditions médicales, par leur précarité économique, parce que les soins médicaux aux États-Unis coûtent de l'argent, et puisqu'ils se retrouvent au bas de l'échelle socio-économique, ils sont moins portés à aller voir des médecins, et donc, ils ont été plus vulnérables, entre autres pour une question d'argent. Mais, en dehors de nos frères afro-américains, si vous regardez les chiffres, dans les pays africains, dans les pays antillais, dans les pays afro-descendants, la catastrophe appréhendée n'est pas venue. Je ne me réjouis pas du malheur des autres, mais je dis pour une fois, nous sommes épargnés. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, malgré le fait que nous sommes épargnés,
Malgré le fait que dès qu'on a commencé à parler de ce processus de fabrication des vaccins, des Africains, des Noirs dans le monde entier ont signé des pétitions pour dire qu'il ne faut pas utiliser les Noirs comme cobayes, eh bien vous savez quoi? Dès le mois de juin, en Afrique du Sud, avec l'autorisation gouvernementale, on a utilisé au moins 2000 Sud-Africains comme cobayes pour le vaccin. Et moi, ça me fait mal. Et je vous dis d'être vigilant. Savez-vous pourquoi? L'Occident a une triste histoire d'utilisation du corps des Noirs comme laboratoire. C'était le cas pendant la période de la colonisation. C'était le cas pendant la période de l'esclavage, c'était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais même après la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé, n'est-ce pas, le corps des Noirs pour tester des vaccins, soi-disant contre la syphilis, mais au fait qui inoculaient la syphilis aux gens. On a utilisé le corps des femmes noires, n'est-ce pas, pour mesurer, si vous voulez, des médications pour la stérilisation, sans leur autorisation. Parce qu'on se dit, écoutez, le corps noir a toujours été utilisé comme objet, un vil objet entre les mains des Blancs, entre les mains des Occidentaux. Et je vous regarde dans les yeux là, ce ne sont pas des histoires qui remontent à des siècles là, c'est des histoires qui se passent tout le temps chez nous, en Afrique ou chez nous en Haïti. Moi, je me souviens de mon enfance en Haïti, quand on nous envoyait toutes sortes de gens qui arrivaient avec leur bonne foi d'entraide internationale, mais qui en réalité nous inoculaient, n'est-ce pas, toutes sortes de saloperies, ou qui utilisaient nos corps d'enfants, ou les corps de nos femmes, ou les corps de nos parents comme laboratoire pour essayer leur médication. Il y a un principe. Puisque nous avons été épargnés, comparativement aux autres peuples, de cette pandémie, il ne faut pas que nos gouvernements autorisent une vaccination massive ou rendent cette vaccination obligatoire. Pourquoi je vous le dis d'être vigilant? C'est parce que dans les autres pays, Boris Yeltsin va être tenu responsable, il va être redevable, il va rendre des comptes devant son Parlement. Emmanuel Macron va rendre des comptes. Justin Trudeau, pour prendre ces exemples-là. Mais dans nos pays, nos dirigeants sont plus inféodés à nos ennemis qu'ils ne servent nos propres populations. L'exemple de l'Afrique du Sud, c'est le gouvernement sud-africain qui a autorisé ces tests sur sa propre population. Donc il n'est pas impossible, parce que c'est déjà fait dans mon pays, dans vos pays sûrement, il n'est pas impossible que nos gouvernements signent des accords secrets avec des pharmaceutiques. Les pharmaceutiques ne sont jamais des entreprises angéliques. C'est des entreprises qui sont là pour faire du fric et elles vont en faire de n'importe quelle manière. Soyons vigilants. Les gens des médias, soyons alertes et mobilisons les populations pour que nos gouvernements n'imposent pas à nos enfants, n'imposent pas à nos femmes leur vaccin, malgré le fait que nous avons été épargnés. Je ne suis pas médecin, mais je suis historien. Donc je connais des cas où le corps des Noirs, et ils sont nombreux, le corps des Noirs a été utilisé comme laboratoire, comme vil objet pour essayer toutes sortes de saloperies qu'on appelle médicaments. Macron a dit, nous ne savons pas tout de ce virus et nous n'avons pas le recul qu'il faut pour connaître tous les effets secondaires de ces vaccins. Et il ajoute Macron, il ne nous avait pas en vue Macron, il parlait à son peuple français. Il a dit, le vaccin du mois de décembre ne sera pas le vaccin du mois de mars. Celui du mois de mars ne sera pas celui du mois de juin ou du mois de juillet. Alors, si les peuples noirs, à l'exception de nos frères afro-américains, mais si les peuples noirs du monde entier ont été épargnés, qu'on ne leur impose pas, s'il vous plaît, ce vaccin au nom d'un principe en droit international qu'on appelle le principe de précaution. Et je sais que nos gouvernements ne seront pas responsables. Ils sont 9 fois sur 10, n'est-ce pas, vendus à des compagnies étrangères. C'est à nous d'être vigilants. Le mois de janvier était aussi marqué par la mort de Kobe Bryant. Vous vous souvenez de cette mort tragique
de ce grand joueur de basket et de sa fille. Pourquoi j'en parle? Pas parce que la mort d'un homme est plus importante que la mort d'un autre homme. Tout homme est un homme. Mais c'est parce que Kobe Bryant, de par sa position, de par la mission qu'il s'est donnée, était un modèle pour nos jeunes. Quand on sait son histoire, quand on sait sa discipline, quand on sait sa rigueur, eh bien, nos jeunes le suivaient comme un modèle. Et qu'il soit mort si tragiquement nous rappelle la fragilité de la vie humaine. Eh bien, tout ce que nous avons, c'est l'instant présent. Hier ne nous appartient plus, demain ne nous appartient guère. Eh bien, c'est l'instant présent qui nous appartient. Autant l'utiliser cet instant présent pour notre mission qui est de servir les autres. Le mois de février 2020 fut marqué, en ce qui a trait aux pays africains, par la pire invasion des criquets en Afrique, en particulier dans la Corne de l'Afrique. Eh bien, les pays de la Corne de l'Afrique ont subi une invasion terrible de criquets, c'est-à-dire c'est leurs plantes, leurs moissons, n'est-ce pas, qui ont été littéralement ravagées par ces criquets avec tout ce que cela entraîne en termes de conséquences pour une population qui n'en pouvait déjà plus de souffrir. Le mois de février 2020, c'est aussi le mois au cours duquel l'Égypte, ce pays africain, a atteint le cap des 100 millions d'habitants. Pourquoi j'en parle? C'est parce que la démographie est importante. Aujourd'hui, nous constituons 17% de la population humaine. Et selon les projections démographiques, dans moins de 100 ans, l'Afrique va représenter 40% de la population humaine. Cela recèle des défis, mais également des avantages et enfin des menaces. Et je voudrais aborder cette question démographique de l'Afrique dans cette trilogie. Défis, opportunités, menaces. Eh bien, le fait par nous, d'ici à 2100, 2050, selon certaines projections, donc le fait par ces projections de dire que sous peu, donc l'Afrique constituera 40% de la population humaine, représente des défis. C'est des défis immenses en ce qui a trait à des bouches à nourrir, en ce qui a trait à des enfants à éduquer, en ce qui a trait à des soins médicaux à procurer. Et cela entraîne aussi, n'est-ce pas, des questions écologiques. Ces défis-là, ils sont là et il ne faut pas fermer les yeux sur eux. Pas parce que les ressources de l'Afrique sont insuffisantes, pas parce que le territoire africain est insuffisant pour accueillir autant de monde, mais c'est parce que nos ressources sont soit volées par les pays occidentaux ou alors mal gérées par nos gouvernements ou tout simplement parce qu'elles sont spoliées par ceux qui nous dirigent. Donc, une telle croissance démographique représente effectivement un défi. Des défis économiques, des défis au niveau de l'éducation, des défis au niveau des soins de santé, mais également des défis, je l'ai dit, n'est-ce pas, écologiques. Mais c'est aussi une opportunité. Le nombre, n'est-ce pas, au sein d'une population, le nombre de gens, la taille d'une population est très importante pour déterminer, si vous voulez, la force d'une population ou d'un pays ou d'un secteur. Le problème, ce n'est pas tant, n'est-ce pas, notre croissance, que parce que cette croissance-là n'est pas utilisée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une opportunité.
parce que l'Afrique, c'est une population très jeune, et si nos dirigeants profitaient de cette jeunesse pour, n'est-ce pas, donner aux jeunes tous les outils dont ils ont besoin pour les éduquer de telle sorte, n'est-ce pas, qu'ils puissent s'épanouir et réaliser leurs rêves, eh bien, on serait en mesure, nous, comme peuple noir en général, de rêver qu'un jour, l'Afrique redeviendrait le centre du monde. Je n'ai pas dit le centre de convoitise, mais le centre du monde, en sorte que, n'est-ce pas, nous serions à l'avant-pointe des technologies, nous serions à l'avant-pointe des recherches, parce que nous sommes une population jeune et notre jeunesse, c'est une opportunité. Mais malheureusement, nos peuples sont dirigés par des gens qui ne sont pas visionnaires. Ils sont dirigés par des gens incapables, par des gens incompétents, et pire, ils sont dirigés par des gens corrompus. Donc, ce qui au fait est une opportunité est traité soit comme un défi ou comme une menace. Il y a quelques mois, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, accordait une conférence publique en France. Et il se moquait, n'est-ce pas, de tous ces écologistes, en particulier de Greta Thunberg, qui, comme vous le savez, n'est-ce pas, prend son bâton de pèlerin pour sensibiliser les gens sur les problèmes écologiques. Et Sarkozy a eu le culot de dire que les vrais problèmes des humains aujourd'hui, ce ne sont pas des problèmes écologiques, mais c'est les bouches à nourrir en Afrique. Et il prenait l'exemple du Nigeria, n'est-ce pas, l'un des pays avec le plus fort taux de croissance, non seulement en Afrique, mais au monde. Et là, il disait, lorsque ces Nigériens vont venir cogner à la porte de la France, lorsqu'ils vont venir cogner à la porte de l'Europe, alors commenceront les vrais problèmes. Ce qu'il suggère subliminalement, et il n'est pas le premier, beaucoup de chefs d'État français, beaucoup de chefs d'État des pays occidentaux, n'est-ce pas, se sont lancés dans cette aventure terrible. Ce qu'ils suggéraient, c'est qu'on aille dire aux Africains d'arrêter d'avoir des enfants, qu'on aille dire aux Africains d'arrêter de croître numériquement, et s'ils n'entendent pas raison, nous, on va leur imposer des méthodes pour qu'ils arrêtent de croître. Le mois de février 2020, c'est aussi le mois que l'on doit retenir pour un sinistre massacre. Vous savez, le Cameroun, à ce moment, est aux prises avec un problème sérieux. Le 14 février dernier, 23 civils, dont 15 enfants et une femme enceinte, ont été massacrés par des soldats de l'armée camerounaise. Vous me direz, mais là, c'est des conséquences de la colonisation lorsque les colons sont arrivés, qu'ils ont partagé arbitrairement, qu'ils ont séparé le même territoire et que les gens d'une même population se sont retrouvés du jour au lendemain à avoir des colons français et d'autres des colons anglais. Fine. Sauf que là, nous sommes au 21e siècle. Il n'est pas normal que le gouvernement camerounais décide de régler cette volonté des anglophones de faire sécession en les massacrant. J'ai parlé de ce massacre du mois de février, mais il y en a eu d'autres, n'est-ce pas, dans les mois subséquents, et il faut penser sérieusement à ces frères du Cameroun anglophone qui sont privés de leurs droits fondamentaux et dont quelques-uns se font littéralement massacrer par l'armée camerounaise avec la complicité du chef de l'État. Pour le mois d'avril, eh bien, l'actualité est marquée, quant à nous de l'équipe, par cette sortie du chef d'État du Madagascar. Tandis que tout le monde avait les yeux fixés vers la production d'un vaccin, lui, le président du Madagascar, a déclaré que chez nous, on va prioriser la Covid organique. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est qu'il voulait, au contraire, mettre l'accent, mettre l'emphase sur la médecine tropicale, sur la bonne pharmacopée traditionnelle africaine, basée sur des plantes, basée sur des feuilles, et en particulier basée sur l'artémisia. Dès qu'il a commencé à dire cela, n'est-ce pas, les Occidentaux ont commencé à banaliser, à mépriser, n'est-ce pas, nos remèdes, notre médecine tropicale, parce que ce n'était pas fait à base de produits chimiques comme le font les pharmaceutiques occidentales. Toujours est-il que
c'est l'une peut-être des causes qu'il faudra explorer, qui font en sorte que les populations noires sont épargnées par cette maladie, parce que elles utilisent les bonnes vieilles recettes grand-mère basées sur les plantes, basées sur la pharmacopée, n'est-ce pas, traditionnelle africaine. Morale de l'histoire. Dès que c'est une pratique africaine, elle est considérée comme désuète, elle est considérée comme venant, n'est-ce pas, des trous noirs du Moyen-Âge. Mais si l'Occident arrive à utiliser ces mêmes tisanes, ces mêmes feuilles, pour en faire, n'est-ce pas, des remèdes vendus à fort prix d'argent, les mêmes feuilles, les mêmes plantes, les mêmes tisanes, n'est-ce pas, qu'on rejetait, tout à coup, ont des vertus thérapeutiques. Je félicite le président du Madagascar pour son courage, n'est-ce pas? Il a résisté à cette tentative épistémicidaire de l'Occident. Si ce n'est pas de moi, ce n'est pas bon. Si ce n'est pas fait par moi, ce n'est pas bon. Si ce ne sont pas mes scientifiques qui disent que c'est bon, ce n'est pas bon. Toujours est-il que chez nous, dans nos pays africains, ces tisanes, ces plantes, n'est-ce pas, ont eu leur effet positif. Ça explique peut-être pourquoi nous sommes, n'est-ce pas, épargnés par les ravages de cette pandémie que l'on voit ailleurs. Le mois de mai 2020 est marqué, entre autres, par le sang. Au Burkina Faso, en particulier, des groupes djihadistes ont massacré plus d'une 50aine de personnes. Si j'en parle, ce n'est pas que ce soit la première fois que des fous, au nom de leur religion importée, tuent d'autres personnes qui ne leur ont rien fait en tant que tort, qui ne leur ont rien fait de mal. Si j'en parle, c'est parce que nos pays africains sont vraiment aux prises avec un problème sérieux du discours religieux extrémiste ou de la place que la religion doit, n'est-ce pas, occuper dans la sphère publique. Et quand je le constate, cet extrémisme-là vient de la religion importée qu'est l'islam. Dans les valeurs africaines traditionnelles, eh bien, la spiritualité africaine ne croit pas qu'elle détient la vérité au point de vouloir l'imposer à d'autres. Cet orgueil-là, cette arrogance qui veut que nous ayons la vérité, que nous ayons, n'est-ce pas, le livre saint, que nous ayons le dernier prophète de Dieu, eh bien, c'est une arrogance qui vient soit du christianisme ou de l'islam. Le problème, c'est que toute l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est aux prises avec cet extrémisme religieux-là. On kidnappe des enfants, on assassine des gens, on empêche la population de vaquer à ses occupations et pire, on déstructure l'État. Et je regarde certains pays de l'Afrique de l'Ouest, les gouvernements n'en savent plus où donner de la tête parce que l'extrémisme religieux devient un État parallèle. On tue au nom de Dieu, on kidnappe au nom d'Allah, on empêche les gens d'exercer leurs droits fondamentaux au nom d'une certaine culture islamique. En cette fin d'année, il faut aborder cette question-là. Des frères qui tuent d'autres frères au nom d'une religion importée. D'autant que dans nos valeurs traditionnelles africaines, notre spiritualité ne nous permet pas de dire qu'on a la vérité et qu'on va l'imposer à d'autres. Cette arrogance qui consiste à imposer sa vérité à d'autres vient des religions importées. Et je tenais à souligner ce fait. Et c'est un problème d'autant plus grave que la France va utiliser le problème de l'extrémisme religieux, le problème du djihadisme, pour envoyer, n'est-ce pas, son armée. Donc, garder une mainmise sur le territoire africain. Et quand on dit le territoire africain, ça veut dire les ressources africaines, en sorte que, même si en théorie nous sommes dans la décolonisation, la néocolonisation se poursuit et le prétexte, c'est l'extrémisme religieux.
Le mois de mai est marqué aussi par l'assassinat crapuleux de George Floyd. Si on en parle, ce n'est pas parce que c'est un Afro-Américain, c'est parce que la mort de tout homme est importante. Mais si on en parle, c'est parce que cette mort, cet assassinat, parce que c'est ce que c'est, cet assassinat met à nu le décalage qu'il y a entre une population noire et des autorités blanches. À la vue des caméras, au vu et au su de tout le monde, ce policier blanc a tué un énième frère afro-américain. Il n'est pas encore jugé, mais parions hélas que lorsqu'il va passer devant le grand jury, comme ce fut le cas pour ses prédécesseurs, eh bien, le grand jury ne va pas le trouver coupable. Si j'en parle aussi, c'est parce que cette mort révèle à quel point nous sommes mal organisés, à quel point nous sommes inorganisés. À la mort de George Floyd, le mouvement, n'est-ce pas, Black Lives Matter a repris de plus belle. La vie des Noirs compte. On a fait des manifestations, on a foutu le feu dans les rues, on a bloqué, n'est-ce pas, certaines villes pendant quelque temps. Mais comme je l'avais prédit, et comme d'autres l'avaient prédit aussi, quelques mois plus tard, le mouvement Black Lives Matter, on n'en entend pas parler jusqu'à ce que, hélas, on assassine un autre noir. Si j'en parle, c'est pour mettre le doigt sur le fait que toutes les autres communautés, je pense aux communautés juives, je pense aux communautés asiatiques, s'organisent pour faire respecter leurs droits, pour faire respecter, n'est-ce pas, les membres de leur population. Nous, on dirait que nous sommes très forts en émotion, mais s'agissant de mettre, n'est-ce pas, des stratégies à long terme sur pied pour nous faire respecter, nous sommes très faibles là-dedans. Et vous notez que tandis que nous étions dans la rue, eh bien, les Blancs, eux, nous manipulaient et utilisaient la mort de George Floyd comme une arme, n'est-ce pas, pour faire oublier leur tort sans les réparations. Que de policiers n'avons-nous vu mettre un genou par terre? Que de chefs d'État en particulier, n'est-ce pas, le roi de la Belgique, n'ont présenté des excuses au peuple noir? Je veux bien qu'il y ait des excuses, mais s'il y a des excuses sans des réparations pour les torts que nous avons subis, nous ne sommes pas plus avancés. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du Dr Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble. Le mois de juillet est marqué par le début de la mise en œuvre de l'ECO, une nouvelle monnaie en Afrique qui a pour vocation de remplacer le franc CFA. Petite mise en contexte rapide, on sait que tout de suite après la colonisation, donc dans les années 60, la France a imposé une monnaie aux pays africains qui était au fait le signe emblématique de la néocolonisation, c'est-à-dire de nouvelles méthodes par lesquelles la France continuait à coloniser les pays africains, même si elle n'était pas physiquement présente. Alors, au fil des années, il y a eu une mobilisation, n'est-ce pas, des jeunes, et en particulier au cours des dernières années, une mobilisation des jeunes dans la rue. Et là, je voudrais saluer le travail formidable qu'a opéré, n'est-ce pas, Kémy Séba en la matière pour demander une monnaie proprement africaine. Alors, nous félicitons donc la population africaine qui, par sa ténacité et par sa détermination,
a vu le début de la mise en œuvre de l'éco. Souhaitons tout simplement que l'éco ne soit tout simplement pas un changement de nom pour les mêmes pratiques monétaires par lesquelles on a tout simplement empêché le développement des pays africains. L'année 2020, en ce qui a trait à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, est marquée par une invasion de ce qu'on appelle des algues brunes ou les sargasses. Cette accumulation d'algues brunes commence dans les profondeurs de l'océan et arrive jusqu'aux plages et ça tue, n'est-ce pas, les poissons, ce qui crée des problèmes pour la biodiversité et ça finit par affecter la santé des riverains puisque ça dégage, n'est-ce pas, des odeurs nauséabondes et des gaz toxiques. Et finalement, ça affecte, n'est-ce pas, l'économie puisque ce sont des îles, des États qui vivent donc, n'est-ce pas, du tourisme. Puisque derrière chaque crise se cachent des opportunités, eh bien, plusieurs chercheurs essaient de voir s'il n'y a pas moyen de transformer ces algues brunes en engrais, en carburant, question de tirer profit de cette crise qui constitue un fléau, dis-je, depuis les années 2010. L'année 2020, en ce qui concerne le Nigeria, est marquée par des actes de torture, de brutalité policière commises par une unité des forces de police nigériennes qu'on appelle le SRAS. Eh bien, c'est une unité qui était connue pour cette technique de violence, pour cette technique de torture. Eh bien, après plusieurs manifestations populaires, eh bien, l'État nigérien a accepté de dissoudre, n'est-ce pas, cette unité policière. Beaucoup de leçons à apprendre de cette dissolution du SRAS. D'abord, on note que même si cette unité a été dissoute, eh bien, les autres unités policières ne sont pas moins brutales ni moins violentes avec la population, mais notons la détermination de la jeunesse, n'est-ce pas, du Nigeria. Malgré tout, joue contre les jeunes. Les policiers sont violents, eh bien, ils pratiquent la torture, enfin, contre eux, mais les jeunes ont été déterminés et symboliquement, le fait qu'on a dissous cette unité policière, c'est en soi une victoire. Une victoire qui nous rappelle cet adage, quand le peuple est déterminé, aucune force ne peut lui résister. L'année 2020 est marquée aussi par le départ du président malien, communément appelé Ibeka. Après plusieurs semaines de manifestations populaires dans les rues, eh bien, le président a démissionné. Bravo à la population malienne. Je n'ai pas à dire qu'il n'y a plus d'efforts à faire quand on voit ce qui se fait là-bas, mais au moins cela prouve que quand une population est déterminée, rien ne lui résiste. Cela nous permet d'entrer en Haïti. Imaginez, depuis le mois de janvier de cette année, il n'y a plus de parlement, donc il n'y a pas de contre-pouvoir en Haïti. Le président dirige par décret. Et il tend tellement à l'absolutisme qu'on l'appelle en Haïti après Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui soit plus fort que lui et il vient tout de suite après Dieu. Entre-temps, non seulement dirige-t-il par décret, mais au pays, ça ne va vraiment pas. Les cas de kidnapping augmentent, ça devient un fait banal de kidnapper des gens. Des cas de viol de jeunes garçons et de jeunes filles, n'est-ce pas, deviennent monnaie courante dans ce pays. C'est des faits quotidiens, en sorte qu'on ne compte plus le nombre de gens qui se font kidnapper et qui, pour être relâchés, doivent payer une rançon. Souvent, on exige, n'est-ce pas, des sommes faramineuses dont la famille ne dispose guère. Mais si j'ai parlé de l'exemple du Mali avant Haïti, c'est pour montrer que si au Mali, la population était assez forte
parce qu'elle était déterminée pour chasser son président, si la population haïtienne est déterminée, si elle se prend en main et surtout si elle est organisée, elle aussi pourra obtenir ce qu'elle veut. L'année 2020, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, a été marquée par un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Malgré le vœu de la population de le chasser du pouvoir, la Constitution a été retouchée pour permettre sa réélection une troisième fois. Entre-temps, Laurent Gbagbo a été reconnu non coupable par la Cour pénale internationale et après plusieurs tentatives d'obtenir un passeport ivoirien, eh bien, il l'a obtenu. Quel soulagement pour ceux qui le soutiennent encore, même après toutes ces humiliations et ces années d'emprisonnement. En ce qui a trait à l'année 2021 qui s'en vient, eh bien, je nous souhaite à nous tous et à nous toutes d'être conscients et conscientes de nos forces. Je nous souhaite à tous et à toutes de nous organiser, car rien ne résiste à une entité qui est bien organisée. Je nous souhaite aussi et surtout à nous tous et à nous toutes une excellente santé. Bonne fin d'année 2020 et bonne année 2021 de la part de toute l'équipe de Lumière sur le Monde. Allez, on est ensemble. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le Monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. L'émission Lumière sur le Monde est désormais disponible sur la chaîne panafricaine de Media to Africa via Facebook et YouTube. Merci à notre fier partenaire. On est ensemble.